Bonjour tout le monde, je m'appelle Elisabeth Shima et je travaille chez HSBC Innovation Banking. Aujourd'hui, on a planifié pour vous une discussion très intéressante avec des invités très intéressants où on va parler de leur expérience avec l'expansion internationale et tous les défis et les opportunités qui sont venus avec cette expansion. Alors, merci d'être ici avec nous et ravi d'entendre qu'est-ce que vous allez nous raconter aujourd'hui. Avant de commencer, j'aimerais vous présenter tous nos invités. Donc, pour commencer, on a Marie Bourdeau, qui est la Chief of Staff du directeur financier de Pascal, une entreprise qui développe des ordinateurs quantiques basés sur les atomes neutres. Bonjour Marie. On a aussi Raphaël Di Meglio, qui est le PDG de Matera, une entreprise qu'il a fondée en 2017 qui aide les syndics et les copropriétés à gérer leurs propriétés grâce à une suite de services en ligne. Bonjour Raphaël. Salut Elisabeth. Et finalement, on a Laetitia Carl, qui est la directrice générale de Greenly, une plateforme qui permet aux entreprises de toute taille de piloter leurs émissions carbone et s'engager dans une stratégie climat robuste. Bonjour. Bonjour Elisabeth. Parfait. Bonjour tout le monde. Merci encore d'être ici avec nous. Alors, pour commencer, je vais poser ma première question, qui est quelles sont les principales motivations qui vous ont poussé à envisager une expansion internationale? Peut-être, Marie, on peut commencer avec vous? Yes, avec plaisir. Donc, bonjour à tous. Merci Elisabeth pour cette introduction. Donc, Marie Bourdeau, bras droit donc, du directeur financier de Pascal. Peut-être éventuellement quelques mots sur la société. Pascal, c'est une entreprise qui a été fondée en 2019, qui est issue de l'Institut d'optique. Chez Pascal, on développe l'ordinateur quantique. Donc, on propose une solution qu'on dit full stack. Donc, c'est-à-dire, on développe la partie hardware, donc l'ordinateur en tant que tel, mais aussi la partie software, donc toute la partie logicielle qui va servir à adapter aussi nos ordinateurs à nos clients. Depuis la création, on a levé plus de 140 millions d'euros. Notamment avec des acteurs français comme BPI France qui nous accueillent aujourd'hui, des acteurs européens et des acteurs internationaux. On a un fort lien avec l'international. Aujourd'hui, on a des filiales aux États-Unis, au Canada, mais aussi en Asie. Et donc, pour reprendre la question donc, des motivations de notre expansion à l'international, aujourd'hui, moi, j'en vois trois principales motivations. Une motivation d'abord commerciale, une motivation scientifique, due aussi à notre secteur, et une motivation aussi industrielle. Au niveau de la motivation commerciale, vous vous en doutez, accéder à un plus large panel de clients. Aujourd'hui, on vend des ordinateurs, on a vendu et installé notre premier ordinateur en Allemagne, dans le centre donc Jülich. Et on est en train d'acheminer notre second en Asie. Il y a un aspect aussi technique, il y a un véritable enjeu pour nous à l'international d'être dans les secteurs d'innovation. Notre deuxième usine, donc on a une première usine qui est à Massy-Palaiseau et une deuxième usine qu'on a ouverte au Canada. Donc cette usine est dans un centre d'innovation quantique à Sherbrooke, donc au plus près des chercheurs et des autres startups de ce secteur. Et pour conclure, un enjeu peut-être plus industriel, dans le sens où il y a cette volonté d'augmenter aussi la capacité de production et donc de s'ouvrir à d'autres opportunités, et notamment avec cette usine au Canada. Donc pour nous, finalement, l'international, ça associe plutôt de la croissance, de l'innovation et surtout une capacité de production supérieure. Parfait. Merci beaucoup, Marie. Et en tant que Canadienne, je suis très contente d'entendre que vous avez décidé de lancer des opérations là-bas. Peut-être, Raphaël, vous pouvez aussi répondre à la question? Oui, avec plaisir. Nous, on n'est pas encore au Canada, mais peut-être un jour. Nous, la raison principale et la motivation initiale de se développer en Allemagne, c'est ce qu'on appelle l'equity story. C'est montrer aux investisseurs que notre marché, il n'est pas que franco-français, mais qu'il y a un marché qui est international, européen, et qu'en fait, on va pouvoir adresser ce marché et gagner de plus en plus de parts de marché et suffisamment de chiffre d'affaires à l'avenir. Et en fait, c'est en 2021, quand on lève notre série B de 30 millions d'euros. L'idée, c'est de dire, en fait, pour le prochain tour de financement, on va devoir montrer que on n'a pas que des clients en France, un peu partout en France, mais on a des clients aussi, pour le coup, en Allemagne. Et on aurait pu aller en Espagne, en Italie, etc. Et la raison principale pour laquelle on a choisi l'Allemagne, c'est que c'est la plus grosse taille de marché, en fait. C'est l'endroit où,
en termes de population et en termes de montants que les gens payent pour notre type de service, et c'est les montants qui sont les plus élevés. Et donc, quitte à investir quelque part, autant investir là où il y a la plus grosse taille de marché. C'est pour ça qu'on a choisi l'Allemagne aussi. Parfait, merci beaucoup, Raphaël. Et finalement, Laetitia? Alors nous, notre expansion internationale, elle vient vraiment de notre mission qui est de démocratiser l'accès au bilan carbone. Donc les émissions carbone, elles ne connaissent pas de frontières, malheureusement. Donc dès le début, nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on voulait être le leader mondial. Donc on est allé assez vite dans notre développement à l'international pour faciliter les choses opérationnellement, d'abord avec des pays anglophones comme l'Angleterre ou les États-Unis, qu'on a lancé en 2022, donc un an après le lancement de notre produit B2B. Et aujourd'hui, donc, ces géographies, elles représentent chacune 20% de notre chiffre d'affaires. On a la moitié en France encore et 10% en Europe qu'on a lancé un peu plus tard. Mais voilà, pour nous, vraiment, l'idée, c'est que toutes les entreprises du monde mesurent et réduisent leurs émissions en rendant ça facile avec notre plateforme et pas s'arrêter seulement aux entreprises françaises. Merci beaucoup, Laetitia, et merci à tous pour les réponses. C'est sûr qu'avec l'expansion de l'international, que vous avez aussi trouvé des défis, j'imagine. Donc, est-ce que vous pouvez peut-être parler un peu de ça? Comment vous avez surmonté les défis que vous avez vus avec l'expansion? Maintenant, on va commencer avec Laetitia. Alors, le premier défi qu'on a trouvé, nous, c'est la différence de maturité entre les différentes géographies. Donc, la France, aujourd'hui, quand je parle de bilan carbone, vous voyez tous de quoi je parle, je pense. On a un peu inventé le concept. On est très en avance. Les entreprises sont très matures, ont commencé leur Customer Journey ou leur Sustainability Journey bien avant les autres pays. Donc, en France, c'est très mature, alors qu'à l'international, beaucoup moins. Et je pense notamment aux États-Unis, où même avant Trump, c'était encore un sujet, le changement climatique, c'était encore un sujet d'opinion et pas encore un fait. Donc voilà, il y a eu un vrai travail d'évangélisation et d'éducation des marchés qui a été un challenge. Et ensuite, le deuxième challenge, c'était un petit peu de respecter nos engagements, c'est-à-dire que nous, chez Greenly, on essaye de pas forcément voyager trop, pas prendre l'avion. Quand on a des équipes à l'international, c'est difficile de concilier ça avec l'impact, mais on y arrive à distance avec toutes les technologies qu'on a aujourd'hui pour faire des visios, pour avoir une cohésion d'équipe même à l'international. Donc c'est quelque chose sur lequel on investit beaucoup. On s'assure qu'on a les bonnes équipes qui se sentent quand même en adéquation avec notre mission. Et ça veut dire ne pas aller les voir tous les 4 matins. On y va quand même aux États-Unis pour animer les équipes, mais une fois par an maximum, et pas à 100. On y va une ou deux personnes. Donc voilà, essayer de concilier notre impact avec l'international, c'est un défi particulier pour les entreprises à impact. Merci Laetitia. Oui, c'est sûr que parfois, c'est difficile quand on a des équipes un peu partout, soit aux États-Unis, ici en France. Mais c'est bon qu'avec le COVID, on a appris qu'on peut bien travailler à distance. Ouais. Merci. Marie, peut-être? Yes, nous aussi, des sujets aussi de maturité sur le quantique. Néanmoins, pour peut-être développer 2 autres défis que nous, on a rencontrés, on va avoir tout ce qui est défis réglementaires et des défis aussi de recrutement en termes de ressources humaines. Donc, dans un premier temps, je pense que vous n'êtes pas sans savoir qu'en fonction des géographies, on a des réglementations qui changent. Nous, on est sur un secteur en plein développement. Donc, il y a un besoin d'être au courant, de s'adapter afin de pouvoir développer aussi cette activité à l'international. Donc, pour ça, nous, on a mis en place, on a une équipe de juristes, d'affaires publiques, mais aussi des experts de contrôle, des experts en douane, qui nous permettent de fluidifier finalement ces réglementations et fluidifier notre développement. Après, en termes de recrutement et de ressources humaines, nos principaux enjeux, c'est d'arriver, je pense à peu près comme toutes les sociétés, à identifier et attirer les bons profils. Pour ça, majoritairement, on va s'appuyer sur des partenaires académiques, notamment nos partenaires au Canada. Pour vous citer un exemple, on a un collègue qui a fait ses études à l'université de Sherbrooke, qui a vu notre CEO pitcher à un événement, qui a donc postulé, qui a fait son stage de fin d'études au Canada et qui maintenant travaille chez nous depuis 2-3 ans en France. Comme quoi, ça peut aussi réellement marcher d'avoir ces partenaires et cette empreinte aussi dans les pays. Donc, en résumé, je pense que oui, gérer ces contraintes réglementaires, mettre les équipes et les bonnes compétences et aussi
avoir cette empreinte locale qui nous permet d'attirer les bons profils et surtout des profils aussi techniques. Merci beaucoup, Marie. Et vous, Raphaël, avez-vous rencontré les mêmes défis ou peut-être les défis différents avec Matera et l'expansion? Oui, bah non, je rejoins Marie pour le premier défi, c'est le recrutement. Surtout en Allemagne, ils ont un écosystème startup qui est beaucoup moins développé qu'en France. Ils sont beaucoup plus frileux de rejoindre des entreprises nouvelles et innovantes. Et du coup, c'est la première fois qu'on nous demandait est-ce que vous pouvez me donner votre bilan pendant une phase d'entretien? Est-ce que vous êtes rentable? Est-ce que vous allez pouvoir payer mon salaire dans 6 mois, etc. Donc, c'était un peu particulier pour nous. Du coup, la première chose qu'on a faite, c'est recruter un country manager en Allemagne. Et ça, on l'a recruté grâce à un des fonds d'investissement qui est investisseur chez Matera, qui a d'anciens entrepreneurs qui ont monté des boîtes ou qui ont rejoint d'autres boîtes, etc. et qui ont des réseaux assez importants. Et typiquement, notre premier country manager, c'est quelqu'un qui avait travaillé pour une boîte de index qui s'appelle Getaround et qui avait ouvert l'Allemagne pour Getaround. Et du coup, c'était vraiment assez utile. Et ensuite, ce qui a bien marché pour l'Allemagne pour le recrutement, c'est beaucoup de cooptation. Donc, en fait, on a recruté notre premier sales, notre premier Customer Success Manager. Et ensuite, on est allé chercher tous les potes des premières recrues pour constituer une équipe là-bas. Et maintenant, il y a une 50aine de salariés en Allemagne. Et je pense que le deuxième enjeu qu'on a eu, c'est un peu trouver la bonne organisation. Et ça, je me rappelle très bien d'un call que j'ai eu avec quelqu'un qui s'appelle Olivier Bouffon, qui bosse pour Airbnb, et qui m'a dit, en fait, essaye de garder des équipes centralisées le plus longtemps possible et de localiser là-bas que les équipes dont tu as besoin qu'elles soient customer facing, quoi. Et donc, on a gardé le marketing, le développement, les opérations, etc. En France, et on a recruté là-bas que des sales et des customer success managers. Et c'est un peu l'orga qu'on a trouvé aujourd'hui qui est la plus efficace, quoi. Merci beaucoup, Raphaël. Et c'est très cool d'entendre comment vous pouvez utiliser les membres dans l'écosystème, soit les partenaires ou les investisseurs avec qui vous pouvez travailler pour surmonter les défis comme ça. Alors, ma prochaine question, c'est dans quelle mesure l'innovation joue-t-elle un rôle clé dans votre stratégie d'internationalisation? Et vous savez, je vais commencer avec vous, Raphaël. Ouais, carrément. Le gros avantage, nous, sur l'innovation, c'est que, en fait, dans notre secteur, pour un peu gagner le marché, j'ai envie de dire, il faut avoir effectivement un produit innovant. Nous, c'est notre logiciel métier qu'on utilise pour gérer nos copropriétés. Et en fait, ce logiciel, on l'avait développé pour la France. Et le fait est qu'on a pu l'adapter très rapidement pour l'Allemagne. Et ça nous donne un avantage concurrentiel énorme là-bas. Parce qu'à la fois pour nos équipes en interne, on gagne énormément d'efficacité à gérer directement via ce logiciel métier, mais aussi pour la satisfaction client, ça leur offre beaucoup de transparence et de réactivité et d'efficacité dans la gestion. Et donc, ça nous permet de nous adapter très rapidement dans des nouveaux marchés, avec des nouveaux produits. Et du coup, on l'a fait pour l'Allemagne. On a eu beaucoup d'enseignements sur comment le faire. Et demain, on pourra le refaire très rapidement sur l'Italie, l'Espagne, la Belgique, la Suisse, quand on voudra ouvrir des nouveaux pays, quoi. Et peut-être je peux faire un petit suivi sur ça. Est-ce que vous allez lancer les opérations dans les autres pays? Ça dépend si HSBC nous donne plus d'argent pour le faire. Mais oui, on le fera un jour. La question, c'est quand. En fait, on a des marchés qui sont très profonds en France et en Allemagne déjà, avec 600 000 copropriétés en France et 1 million en Allemagne. On n'en a que 15 000 aujourd'hui, donc on a encore de la marge de progression. Et après, on ouvrira probablement l'Italie ou l'Espagne un jour. Ouais. Parfait. On peut en discuter après. Laetitia? Oui, moi c'est vrai que je rejoins pas mal Raphaël sur le fait que l'innovation, c'est un peu un état d'esprit. Et la rapidité d'exécution, elle est clé quand on va dans un nouveau pays, mais comme quand on va dans un nouveau segment ou un nouveau produit, c'est que en fait, au début de quoi que ce soit, il faut pouvoir itérer très rapidement. Et donc, avoir un état d'esprit innovant, c'est savoir aller vite, admettre qu'on a tort, lâcher ce qu'on a fait et partir dans l'autre sens, même si ça marche en France, ça ne marchera peut-être pas dans les autres géographies. Et donc ça, c'est possible. Chez nous, on l'a fait beaucoup grâce au low-code. Donc en fait, on a notre plateforme qui était faite sur une technologie low-code, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas besoin de coder pour pouvoir faire des modifications. Et donc, les personnes qui étaient au contact client tous les jours, les sales et CSM, pouvaient modifier la plateforme en fonction de ce que le client demandait, sans avoir besoin de demander à des devs et d'avoir des feedback loops très longues. Donc, cette rapidité d'exécution, pour nous, elle a été clé dans l'international pour adapter notre produit aux différentes géographies.
Et après, la deuxième innovation, et c'est un peu ce qu'on entend à tout va en ce moment, donc ça fait un peu cliché, mais l'intelligence artificielle, pour citer juste un use case qui est assez utile, c'est la traduction dans toutes les langues. Donc après l'Angleterre et les États-Unis, où c'était en anglais et que c'était facile de maintenir deux plateformes, français-anglais, ça va. Quand il faut commencer à la traduire là pour l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, et que tout le monde nous demande sa propre langue, ça devient un petit peu plus difficile. Et c'est vrai qu'avec l'intelligence artificielle, on arrive à avoir des traductions qui sont de mieux en mieux. Donc ça fait longtemps qu'il y a des traductions en ligne, mais avant, c'était quand même très très douteux. Maintenant, on commence à avoir des traductions qui sont assez cool. Donc c'est vrai que je pense que ça va donner un peu à toutes les entreprises les armes de casser une de ces barrières, qui est la barrière de la langue à l'écrit au moins, sur l'internationalisation. Merci Laetitia. Et oui, c'est vrai, avec le AI, le IA, ça a changé beaucoup de choses et ça a cassé beaucoup de barrières, donc ça fait complètement du sens. Et Marie? Oui. Alors du coup, pour nous, l'innovation, je pense que c'est quand même au cœur du développement de la société Pascal. On a des innovations scientifiques et des avancées aussi techniques très régulièrement. Donc finalement, toute cette innovation, elle va aussi se refléter dans notre stratégie à l'international. Pour citer peut-être un exemple un peu plus concret, je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait ouvert une usine au Canada. Donc de base, un ordinateur quantique, comment ça se conçoit? C'est conçu dans les laboratoires par des chercheurs. Et donc nous, on a tout un enjeu d'industrialisation derrière. Donc d'arriver à finalement faire un transfert de savoir-faire auprès des équipes industrielles en France, mais aussi auprès des équipes au Canada. Donc pour nous, c'est vraiment une innovation, cette industrialisation de l'ordinateur quantique. Parfait, merci beaucoup Marie. Peut-être vous pouvez juste garder le micro parce que je vais commencer avec vous pour la prochaine question. Vous avez mentionné auparavant les défis réglementaires que vous avez vécu quand vous avez lancé les opérations dans les autres pays. Donc, peut-être vous pouvez nous expliquer un peu comment vous avez adapté votre business model aux spécificités de chaque marché, soit avec les règlements ou les autres choses. Bien sûr. Alors, sur l'adaptation en termes de produits, nous, on a une offre qui est assez globale. Donc, on vend soit d'un côté un ordinateur quantique, donc qui ne va pas changer en fonction du pays. Bien sûr, il y a des avancées technologiques, mais il ne sera pas changé en fonction de la destination. Et d'un autre côté, on vend aussi du temps de calcul, donc accessible sur Google Cloud et accessible sur, il me semble, depuis mars sur Microsoft Azure Quantum, pour ceux qui connaissent. Et au final, si on a un accès cloud, on peut y accéder et l'ordinateur sera le même qu'importe le pays, globalement. On va plutôt avoir des enjeux, et c'est des enjeux que Laetitia a exprimé un peu sur une question précédente, de maturité. On a des clients qui sont très différents. On va autant vendre à des centres HPC qui sont plutôt des centres scientifiques de calcul que des grands groupes, que aussi des particuliers qui voudraient acheter des heures de calcul ou des académiques. Donc c'est plutôt sur ces enjeux qu'on va s'adapter afin de répondre au mieux à nos clients et moins sur le produit en tant que tel. Merci beaucoup. Et Raphaël, comment avez-vous adapté le business model avec le lancement en Allemagne? Oui, nous, il y a un peu deux types d'enjeux réglementaires. Il y a ceux qui vont concerner l'entreprise et ceux qui vont concerner notre marché. Sur l'entreprise, je dois aller, je sais pas, une fois tous les 2 mois à l'ambassade allemande quand même pour aller signer des documents. Franchement, on a de la chance en France là-dessus. On est plutôt assez en avance comparé à l'Allemagne, je pense, sur un certain nombre de sujets pour le corporate, quoi. Et après, pour notre marché, en fait, ce qui était pas mal, c'est qu'il y a 70% de notre produit qui est le même en France qu'en Allemagne. En fait, il faut une assemblée générale, un budget, un compte bancaire, des fonds de travaux, etc. Dans les deux pays. Et il faut juste adapter 30% pour le pays. Donc ça, c'était assez intéressant. Et c'est un peu pareil sur notre marché. C'est pareil, ils sont très en retard en Allemagne. C'est un peu comme si le marché de la copropriété en Allemagne, c'était le même qu'en France, mais il y a 20 ans. Donc ils envoient les relevés bancaires par la poste, ils n'ont pas de système uniformisé de comptabilité entre les copropriétés, donc chacun fait à sa sauce. C'est très papier, c'est très peu normalisé, donc c'est très embêtant, alors qu'en France on a quelque chose qui est un peu plus normalisé, plus facile à intégrer par la suite. Et donc on a pas mal d'adaptations à faire et aussi de la singularité pour chaque nouveau client qui est compliqué parce qu'il y a un environnement qui est moins normalisé qu'en France, quoi.
Mais c'est sûr que vous voyez beaucoup d'opportunités avec le fait que le marché est un peu moins développé que qu'est-ce qu'on a ici en France. Ouais, et du coup, il est en effet moins normalisé et en plus moins consolidé au niveau des entreprises. En France, on a des gros acteurs, Foncia, Nexity, qui ont des grosses parts de marché. En Allemagne, ce n'est pas encore le cas. Et du coup, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a aujourd'hui une espèce de ruée vers l'or de beaucoup d'acteurs internationaux qui vont faire du build-up là-bas, donc qui vont racheter beaucoup de cabinets et qui ont compris qu'il y avait une opportunité de marché, de consolider le marché rapidement en Allemagne. Et donc là, tout le monde se rue vers le marché du syndic en Allemagne. C'est assez marrant de voir les montants qui sont déployés là-bas. Ouais. C'est très cool ça. Merci beaucoup. Et Laetitia? Alors, nous, il y a deux sujets. Il y a un peu la norme comptable et il y a la réglementation, donc l'obligation de reporter. Donc, faut vraiment voir la comptabilité carbone comme la comptabilité financière. En France, par exemple, on a le French Gap et à l'international, il y a les IFRS et les Local Gap, etc. En carbone, c'est à peu près pareil, sauf qu'il y a la méthode française qui s'appelle le BGES et la méthode du reste du monde qui s'appelle le GHG protocole. Donc c'est bien, c'est qu'il n'y en a que deux. Donc dès qu'on a commencé notre internationalisation en Angleterre et aux États-Unis, on a tout de suite intégré en fait à notre plateforme le switch entre les méthodologies donc françaises versus reste du monde. Et aujourd'hui, de toute façon, toutes les réglementations qui vont arriver demandent de reporter en GHG protocole, donc la méthodologie internationale. Donc la méthodologie française a peut-être pas vocation à rester. Mais en tout cas, sur ça, c'est plutôt facile parce que voilà, il y a quelques postes qui changent, mais on a très rapidement construit la tuyauterie pour passer d'une méthodologie à l'autre. Ensuite, ce qui va beaucoup changer, en fait, c'est la réglementation, donc l'obligation de reporter et donc l'intérêt des clients pour une solution. Donc évidemment, la réglementation, c'est pas la raison numéro 1 pour laquelle les gens viennent vers nous. De manière générale, c'est plutôt pour répondre aux besoins de leurs propres clients. C'est-à-dire qu'on a des grands groupes aujourd'hui qui veulent et qui doivent décarboner et qui embarquent toute leur chaîne d'approvisionnement dans la mission. Donc, qui leur demandent, voilà, si vous voulez rester fournisseur de moi, grand groupe du CAC 40, vous devez reporter vos émissions parce que les émissions de mes fournisseurs sont mes émissions. Donc, ça, c'est la raison principale pour laquelle nos clients reportent leurs émissions. Mais de plus en plus, les réglementations, en fait, les seuils s'abaissent. Donc, avant, c'était que les grands groupes cotés. Maintenant, ça va être des plus petites entreprises. Et puis, on verra l'avenir de la CSRD et qui nous dira ce qui va se passer pour l'Europe. Mais donc, la comptabilité en elle-même, c'est plutôt uniformisé. La question, c'est est-ce qu'on doit reporter ou pas ? Et donc là, on a différents pays avec différentes maturités. Et un truc assez intéressant, c'est que d'habitude, on voit les États-Unis comme un seul pays et l'Europe comme un ensemble de pays. Sur les réglementations carbone, c'est l'inverse parce que l'Europe a une réglementation commune, la CSRD. Donc tout le monde parle le même langage, parle de la même chose, etc. Même quand il y a des débats et tout. Au moins, si on le comprend pour l'Italie, on le comprend pour la France, pour les US, pour l'Europe en entier. Alors que les US, c'est très très fragmenté en termes de réglementation. Donc on a la Californie qui est très en avance, par exemple, avec des réglementations qui sont similaires à celles d'Europe, alors qu'il y a des États où il faut vraiment pas en parler, etc. Donc là-dessus, on a un petit avantage à être européen, et c'est pour ça aujourd'hui qu'on est le leader mondial. C'est qu'aux États-Unis, chacun a un peu son point de vue, donc il y a beaucoup de choses à faire pour essayer de comprendre les États-Unis, alors qu'en Europe, au moins, c'est unifié. Donc on a un avantage de marché en Europe qui est rare dans la technologie. Merci beaucoup, Laetitia. Et oui, c'est vrai avec les États-Unis. Je pense que les gens, parfois, ils pensent que, vu que c'est un pays, ça va être pareil partout dans le pays. Mais non, c'est vraiment différent dans chaque État. Donc, c'est très intéressant, ça. Et finalement, ma dernière question, avant que je vous donne tous une opportunité de poser des questions à nos invités, c'est quelles sont les compétences clés et les ressources humaines nécessaires pour réussir une expansion internationale dans votre secteur? Et je vais commencer avec vous, Laetitia. Nous, c'est un peu particulier sur le carbone, c'est qu'en France, on a des très très bons experts, donc des ingénieurs climat, donc les écoles forment à ce sujet, etc. Donc on a vraiment des talents en France là-dessus qu'on utilise pour servir des clients mondiaux. Donc sur la partie des compétences particulières, je dirais qu'on est mieux limite en France. Et d'ailleurs, il y a une question un petit peu d'avantage de coût par rapport à nos concurrents américains, dont les salaires qu'ils payent sont beaucoup plus élevés, alors que nous, les salaires qu'on a en France sont moins élevés. Et donc, en fait, notre base de coût est vraiment différente. Donc, on peut être beaucoup plus compétitif en prix.
Donc voilà pour la question sur les... Pardon, c'était sur... Vous avez déjà répondu. Ok, bah super alors. Marie? Oui, je prends la suite. Pour nous, on a des sujets aussi ressources humaines. Je vais peut-être plutôt me focaliser sur la partie compétences. J'ai parlé des ressources humaines tout à l'heure. Pour nous, un véritable enjeu, ça va être autour du savoir-faire. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, on a cette production d'ordinateurs quantiques qui est très particulière, vu qu'elle est produite de base en laboratoire, qu'on l'industrialise chez Pascal. Donc, il y a tout un travail qui est mené sur comment réussir à finalement avoir un processus qualité qui est similaire dans notre industrie au Canada, mais qui soit le même aussi en France, pour avoir des ordinateurs qui sont similaires en fonction de la zone industrielle. Donc, pour cela, moi, ce que j'ai pu voir, alors il y a pas mal de choses qui sont mises en place, notamment des normes aussi qualité et hautes, mais surtout, je pense que le jour où je suis arrivée chez Pascal, donc il y a 2 ans, pendant mon onboarding, j'étais avec aussi un de mes collègues qui, lui, avait signé avec Pascal Canada et qui venait passer 3-4 mois en France, donc un profil technique, et qui venait se former auprès des équipes qui ont développé l'ordinateur quantique dans les laboratoires afin de transférer ce savoir-faire quelques mois après à nos équipes au Canada. Donc pour nous, il y a un vrai sujet de compétences techniques, c'est sûr, mais il y a surtout un vrai enjeu d'arriver à transférer ce savoir-faire dans nos filiales et auprès de l'ensemble des équipes chez Pascal. Merci beaucoup, Marie. Et finalement, Raphaël? Ouais, moi je pense qu'il faut leur montrer de l'amour. En fait, il ne faut pas qu'ils se sentent comme en fait, une boîte satellite de Matera et qu'il faut tout de suite les intégrer sur des rituels globaux à toute la boîte, sur les roadmaps des différentes équipes produits, tech, opérations. Il faut se déplacer physiquement beaucoup là-bas. Il faut qu'eux viennent aussi nous voir. Et il faut vraiment faire en sorte qu'on fasse partie d'une seule et même aventure et même boîte et vision commune. Parce que j'ai l'impression que beaucoup des boîtes qui ont raté à l'international, c'est des boîtes qui n'ont pas alloué suffisamment de ressources. En fait, quand on a lancé Matera en Allemagne, on faisait, je sais pas, 10 millions de revenus, mettons, on faisait 0. Et du coup, le biais qu'on peut avoir au départ, c'est de dire, en fait, on va mettre les ressources là où, et les investissements là où il y a déjà du revenu, et là, on est sûr d'avoir quelque chose, quoi. Et s'ils sont à 0, on va leur allouer 0 ressources, et ça. Il faut tout de suite, en fait, leur montrer que on a de la confiance et qu'on est certain qu'il va y avoir que ça va être grand à l'avenir, quoi, et leur montrer de l'amour sur le fait qu'on fait partie d'une même boîte, une même aventure commune, et qu'on va allouer effectivement des ressources humaines, de l'argent pour investir là-bas, et des rituels communs, quoi. Merci, Raphaël. C'est sûr qu'il faut assurer qu'il se sent comme il fait partie d'une famille. Parfait. Donc, il nous reste encore quelques minutes. Je vais vous donner maintenant l'opportunité de vous poser des questions à nos invités. Si jamais il y a quelqu'un qui a une Toujours question. la première, la plus dure. Oui, bonjour Madame Marie. J'ai une question pour vous au sujet de la souveraineté économique, enfin souveraineté numérique de l'Europe. Est-ce que vous pensez avec l'avènement de l'IA, la centralisation, le monopole des données par les GAFAM, ok, Meta, Facebook, tout ça. Est-ce que vous pensez que l'Europe arrivera à une souveraineté numérique détachée des USA, par exemple, avec Microsoft et tout ça? Alors moi je vais vous répondre sur ce que je connais. Donc ce que je connais, c'est ce qu'on fait chez Pascal. Donc il y a ces enjeux de souveraineté. On a du coup, ce que je disais, des investisseurs français, européens qui ont une place importante. On a une volonté de cette souveraineté européenne. C'est un vrai objectif pour nous. Et aujourd'hui, on fait partie des acteurs mondiaux. On a des concurrents comme Google, IBM qui développent IonQ, qui développent d'autres technologies. Et aujourd'hui, je pense qu'on fait partie des acteurs qui ont vocation à prouver cette souveraineté européenne, cette marque aussi française.
et qui s'affirme aussi devant des acteurs internationaux. Parfait. Et finalement, il ne nous reste que quelques secondes de plus. Donc, je vais prendre l'opportunité de vous remercier tous d'être venus pour parler avec nous. Ça a été vraiment intéressant. On a beaucoup appris aujourd'hui. On vous souhaite tous le mieux dans vos parcours. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Elisabeth. Merci beaucoup, Elisabeth. Merci, Elisabeth.